Nous allons écouter dans un premier temps Malcolm Mosby de la Maison, donc spécialiste de bibliographie matérielle et qui va nous parler d'un factum lyonnais, justement, sur la librairie lyonnaise. Donc il y a un peu de mystère sur ce factum. Merci beaucoup. Alors, il y avait un peu de mystère sur le factum parce que je ne l'avais pas lu quand je l'ai proposé. J'avais simplement vérifié qu'il n'était pas publié ou que ce soit, que d'après ce que je voyais, personne n'y avait jamais fait de référence. Et donc, je me suis dit, tiens, ça va être intéressant au moins de présenter quelque chose de différent. Et en fait, il est intéressant. Donc, un peu de chance. C'est un factum donc, qui va nous parler du fonctionnement particulier de la librairie lyonnaise dans la deuxième moitié du XVIe siècle, même les 2 dernières décennies du XVIe siècle. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un factum daté de 1611, c'est-à-dire donc d'une période postérieur au XVIe, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il n'a pas été vu auparavant. Il est, d'après ce que je vois, dans un seul exemplaire aujourd'hui conservé à la Bibliothèque nationale de France dans la collection Toisy, qui est en fait à la réserve des livres rares. C'est un document intéressant parce que en fait c'est un document légal et ces documents légaux sont souvent très mal catalogués, très difficiles d'accès parce qu'ils n'ont pas de page de titre, ils n'ont pas de titre, ils n'ont pas d'accès facile. Il faut en fait en faire un genre de précis pour le rendre accessible et utile, et c'est quelque chose qui n'est pas prévu dans le système de catalogage. Ça demande donc de trouver une façon de le décrire. Alors, celui-ci est court, il fait 8 pages. C'est un texte, donc en général un factum juridique, produit par un des 2 bords dans une opposition légale, en général un procès qui existe et qui est censé être accompagné de preuves. Et ces preuves donc, sont les pièces du dossier. Et ici, c'est l'argumentaire qui le suit. On l'imprime parce qu'on va le distribuer à toutes les parties du procès, mais également souvent à d'autres personnes pour essayer aussi de montrer l'importance du cas, pour partager, etc. Et c'est souvent après collectionné aussi par d'autres juristes parce que la jurisprudence qui continue est intéressante, parce que la façon de monter la rhétorique et le cas peut servir d'exemple à d'autres. Alors, les factums imprimés commencent dans la deuxième moitié du XVIe siècle en France. Les premiers sont surtout liés à des grands juristes. On a des collections de factums qui appartenaient à des gens comme Simon Marion à Paris et qui faisaient très joliment relier. Mais la plupart datent du XVIIe siècle, avec une envolée dans la deuxième moitié du XVIIe siècle qui fait que, quelque part, comme la Bibliothèque nationale à Paris a une collection de centaines de milliers de factums dans une cotation qui leur est propre parce que en fait c'est compliqué et qui est classé par le nom de la personne qui fait la demande et qui est à l'origine de l'ensemble plutôt que par soit un auteur, soit la date, etc. En général, ils ne sont pas datés, celui-ci ne l'est pas non plus. Donc souvent, la datation qu'on y met, c'est la dernière date qui est utilisée dans le corps du texte, qui nous permet donc de savoir plus ou moins c'est après cette date-là, c'est un terminus post-quem. Dans ce cas, vous verrez, on est assez certain que c'est 1611 et vous verrez pourquoi. Alors le cas lui-même, donc décrit sur ces 8 pages, est intéressant d'abord parce qu'il est un cas qui oppose principalement des femmes. Donc oui, j'aurais dû présenter ça l'année prochaine, mais c'est trop tard. La première femme, c'est Hélène de Bartoli, écrit d'une manière un peu créative, qui est la veuve de Jean-Baptiste Renaud, ayant épousé un autre Renaud, Nicolas Renaud après. En face d'elle, elle a Geneviève Lécuyer, de la famille normando-parisienne, puis qui est donc veuve de Jean-Baptiste Dupuis. La prochaine femme, c'est Geneviève Dupuis,
qui est elle donc femme de Pierre Desportes, et la dernière, c'est Catherine, l'avant-dernière, c'est Catherine Saunius, qui est la femme de Charles Le Lieur, et surtout la veuve de Jacques Dupuy le Jeune, et enfin vous avez Marie Dupuy. Donc toutes les parties prenantes, vivantes de ce procès sont des femmes. Donc c'est un procès de femmes contre femmes, même si elles ont remarié, etc. Ce qu'on notera dans ce texte, c'est qu'en général, les femmes, donc dans cette deuxième section de contre, sont représentées par leur mari, alors que pour le cas de Bartoli, c'est elle qui mène la danse, contrairement aux autres cas. Et donc, on le voit, elle est dûment autorisée pour faire son propre travail donc d'opposition. Donc en réalité, ce factum oppose deux dynasties. La première dynastie, c'est la dynastie des Dupuy, donc basée principalement à Paris. On y reviendra avec donc, on va dire Jacques I Dupuy comme étant le fondateur réel de cette dynastie, avec la marque de la Samaritaine, bien sûr, pour la superbe blague sur le puits. Bon, c'est pas grave. Les blagues des libraires sur les pages de titres, ça marche moyennement. Il a donc deux fils et une fille qui sont représentés, deux d'entre elles par leur veuve, donc deux d'entre eux par leur veuve, donc Jean-Baptiste Dupuy et Jacques de Dupuy, et Geneviève Dupuy étant la troisième. Le père et les deux fils sont morts en rapide succession au cours du début des guerres de la Ligue. Et cela fait partie, je pense, des complexités qui entourent le procès. Face à eux, ils ont donc Hélène de Bartoli, qui est en réalité la dernière représentante de la succession des juntas, ici donc à Lyon. Elle est donc la femme de Jean-Baptiste Regnault, qui était le libraire à la tête de l'officine Junta, le nom Junta, la marque Junta si on veut, entre 1584 1596. On suggère même qu'il avait un rôle relativement important dans les dernières années, notamment dernières décennies, de la période de Jeanne Junta, notamment aussi après la mort de son père Guillaume, qui était également donc libraire. Et donc on a comme ça donc deux grandes familles de libraires, d'éditeurs commerciaux, mais également donc de grandes figures financières, que ce soit à Paris ou à Lyon. Le cas tourne autour de ce que laisse Jean-Baptiste Regnault à sa mort en 1596 par rapport aux liens qu'il entretenait donc avec les Dupuy. D'abord, je vais dire d'abord donc que à sa mort, l'officine Junta passe à Jean Tarin, qui va continuer à utiliser la marque Junta plutôt que son nom. Et c'est uniquement lorsque il cesse d'opérer en 1598 que Hélène de Bartoli va décider de vendre donc la marque à Horace Cardon, qui gardera la marque visuelle des Junta, mais utilisera son nom à lui dans les publications, et donc reprendra la tête. Et le procès a donc lieu lorsque la marque Junta n'existe plus, et lorsque Hélène de Bartoli, même si elle est encore vivante, n'a plus d'activité dans le domaine du livre, puisqu'elle s'est retirée en 1600. Et donc on a face à face toute une série de personnes qui n'ont plus rien à voir avec le domaine du livre. Puis ils sont tous représentés par des familles, donc des héritières, qui ont décidé de cesser d'être actifs dans le domaine du livre. Donc ça, c'est relativement particulier. Et le problème tourne autour de ce que Regnault aurait fait lorsque les Dupuy lui auraient donné des livres à tenir en commission. Alors, ce processus est relativement courant. C'est le moment lorsque
un producteur de livres, un éditeur commercial, va produire énormément d'exemplaires, dont certains, il va assurer lui-même la distribution immédiate, d'autres, il va stocker, d'autres, il va faire stocker en attendant d'avoir une distribution, en général, à travers des libraires relais, c'est-à-dire donc des intermédiaires, des grossistes, qui eux-mêmes donc vont assurer la distribution des livres. À ce moment-là, bien sûr, il n'y a pas d'échange d'argent. Le livre est simplement stocké en attendant que ait lieu plus tard une transaction de vente réelle. Et dans le cas des Dupuis, c'est particulièrement compliqué puisqu'ils vont également travailler avec donc Regnault en tant qu'éditeurs commerciaux. Ils vont faire, Jacques Dupuis fait parfois imprimer ailleurs qu'à Paris. Et donc, bien sûr, Lyon est un bon endroit aussi où stocker des livres qui ne sont pas forcément produits à Paris, mais dont certains exemplaires il aura besoin. Mais pourquoi faire envoyer à Paris plus d'exemplaires dont il en a besoin? Pourquoi pas les tenir à Lyon en attendant? Et donc, il va même louer un magasin donc à Regnault pour stocker ses livres. Alors, magasin, dans ce cadre-ci, et dans cette période, ce n'est pas donc une boutique, c'est ce que nous on appellerait un entrepôt. C'est un endroit où on emmagasine donc des éléments. C'est ce que vous trouvez ici dans le Huguet. C'est ça qui est en train de se passer. En fait, il leur donne un espace d'entrepôt dans lequel ils peuvent gérer les livres des Dupuis. Pour suivre ces livres soumis à sa possession, à son stockage, Regnault va d'abord demander un paiement pour l'entrepôt, un louage de l'entrepôt, et puis à côté, il va donc dans ces liens rechercher également une trace papier et donc créer un livre spécial des dépôts qui ont été faits par les Dupuis chez lui à Lyon. Alors, tout ce processus devient problématique parce que lorsque il meurt, beaucoup de ces livres sont encore dans l'entrepôt et la possession de ces livres devient floue parce que, bien sûr, lorsqu'il meurt en 96, Jacques I Dupuis est mort en 89, Jacques II Dupuis est mort en 90 et le dernier Dupuis est mort en 91. Donc on a en fait plus du tout les acteurs d'origine encore présents pour pouvoir discuter de qui, à quoi appartient à qui et comment on va faire. Et donc le procès s'enclenche parce que les Dupuis veulent la restitution des livres et le dédommagement des livres qui manqueraient alors qu'ils étaient listés dans la livre des commissions, donc la livre des dépôts qui avait été fait à Lyon. Or, ce qui va apparaître par ce factum, c'est le rôle beaucoup plus compliqué que simplement dépôt que va jouer Regnault. Il va jouer aussi un rôle de redistribuant, de grossiste. Il va gérer le fonds en attendant. Et c'est sans doute une partie du louage. Le louage vient avec aussi avec la gestion du stock qui est déposé donc, dans ce magasin. Et on sait environ donc, combien peuvent stocker certains de ces magasins, puisque dans le texte, les Dupuis font référence notamment à un magasin dans lequel Regnault aurait puisé la moitié des livres sans leur accord. Et ce dépôt, il s'avère que dans son factum, la défendresse va expliquer qu'il y avait en fait dans ce cas un livre, la glose ordinaire, qui en fait avait été imprimé à Lyon pour Regnault et Dupuis, et donc en fait ils avaient partagé les moyens et que le magasin était rempli de ces livres. Or, donc, le livre en question, la glose ordinaire, ne s'appelle évidemment pas la glose ordinaire, c'est trop facile. Elle s'appelle la Biblia Sacra cum Glossa Ordinaria. C'est grosso modo la version de Nicolas de Lyre de la Bible, qui est produit
en 1590. Alors, je choisis un exemplaire avec le nom de Lyon. La plupart ont le nom de Paris dessus. J'ai aussi pris celui-là parce qu'on montre trop de beaux livres et que celui est bien déchiqueté, ça me fait plaisir. Vous verrez, donc vous voyez ici en haut que vous avez la compagnie La Grande Navire parisienne, hein, qui renvoie donc au fait que vous avez plein de grands libraires parisiens, dont Michel Sonius ici, mais également ici, hein, Jean-Baptiste Dupuy. Donc vous avez en fait les Dupuy qui sont à la base de la demande de ce livre. Et on voit ce lien important de Regnault et de ses libraires parisiens ici, dans le premier recto qui suit, hein, qui donc dédie le livre, hein, puisque vous avez ici le nom de Jean-Baptiste Regnault et donc la Société des libraires de Paris listé ensuite. Or, ce livre est produit dans un gros folio en 7 volumes. J'ai mesuré, parce que sinon ce ne serait pas drôle, et j'ai multiplié donc par un tirage de 1000 comme étant la base. Il est bien probable, évidemment, qu'un ouvrage de ce type a été produit à bien plus que ça. Eh bien, ça représente 60 mètres cubes de place. Eh bien, donc, si on considère que c'est probablement vraiment le niveau bas de ce qui aurait été stocké, ça vous donne une idée d'un magasin lyonnais de cette période. C'est plutôt utile comme petit enseignement du Factum pour commencer. On sait aussi qu'il gérait le fonds parce que pour prouver que certains des livres qui manquent n'étaient pas de son fait, ils vont ressortir donc le journal et les lettres de Regnault qu'il avait reçues depuis, lui demandant de faire ceci ou cela avec. Et il cite dans le texte une ou deux des injonctions. Et j'aime bien parce qu'en fait, ça donne vraiment une connaissance de ce qu'il stocke. Et c'est pas très surprenant. On trouve quoi? On trouve les grands best-sellers, hein, La République, les 6 livres de La République de Jean Bodin, dans 2 formats différents. Ici, donc, le folio et à droite, l'octavo, la première édition, une octavo. Donc, qui ont la mention à Paris et ici aussi donc les maisons rustiques, grand best-seller aussi, mais certains d'entre vous le connaissent bien. Et on sait aussi qu'il travaillait non seulement à envoyer des exemplaires à la demande de cela, mais également que dans cet entrepôt, eh bien, ils échangeaient des livres en prenant aussi des sortes, c'est ce qu'on dit à l'époque, des livres chez Ange de Gabiano et Guillaume Reville. C'est intéressant, évidemment, Reville, on le voit donc en train d'échanger des exemplaires peut-être de sa propre production, mais Ange de Gabiano en produit pas. Hein, c'est un libraire qui sert donc de libraire grossiste et détaillant, mais ce n'est pas un éditeur commercial actif. Donc, ça montre réellement un rôle donc d'échange et des livres qui vont aller vers Paris, vers Dupuy, en échange de certains des livres qui sont dans le stock. Et on voit en fait Lyon être cette croisée, peut-être entre des livres venant de Genève, donc de chez Ange Gabiano, remontant jusqu'à Paris, et allant de Paris à Genève dans l'autre sens. Et en réalité, les deux, en fait, s'arrêtent et passent par Lyon comme point intermédiaire. Et ça montre cette complexité de la carte qu'on doit avoir de ces échanges au cours de ces temps. C'est intéressant aussi parce que le texte nous montre bien combien les Dupuy, en fait, sont complètement dépendants de Regnault et de sa position à Lyon pour leur entrée, pour leur présence. Et c'est intéressant, pourquoi? Parce que dans certains des livres de Dupuy, il met en avant une adresse à Lyon. Hein, ce qui a pu faire penser, ce qui a pu faire écrire, qu'ils étaient également libraires à Lyon. Alors bon, déjà, évidemment, l'adresse aurait dû mettre la puce à l'oreille. Hein, il n'y a pas de rue Jean de Latran à une enseigne samaritaine à Lyon. Mais surtout, en fait, dans le texte, il marque bien qu'en général, quand les Dupuy venaient à Lyon, ils logeaient chez
donc dans la maison de Reynaud. Donc il y a vraiment un rôle d'intermédiaire vers l'ensemble de la plateforme lyonnaise joué par Reynaud. Et on voit ce rôle en fait de grands libraires qui se servent de relais les uns les autres et qui donc s'entraident dans la production et dans la capacité bien sûr de financer aussi de très grandes éditions. Il y a également d'autres enseignements assez intéressants. Je soulignerai d'abord le fait que en 1603, alors, la plupart des échanges se font en 86 et 87 pour créer le dépôt. Donc, presque 20 ans après, eh bien, il reste encore une grande quantité des livres qu'il y avait à l'origine. Ça montre bien qu'il n'y a pas une vente rapide, qu'on stocke largement 20 ans un livre, ce qui explique aussi les rafraîchissements, les pages de titres créées dès la pointe de départ avec des dates postérieures, parce qu'on sait qu'on ne va pas tout vendre immédiatement, donc ça ne sert à rien donc de se précipiter à cette vente. Et ça rappelle bien sûr le cas de Bâle, dans les mêmes années, en 1608 je crois, lorsque, donc je crois que c'est quand Pitou y passe, non, c'est De Thou qui y passe. Quand De Thou y passe, il demande donc d'essayer d'avoir accès au stock de livres des Oporins et des autres grands libraires bâlois, dont en fait il reste dans les magasins, dans les entrepôts, des stocks et des stocks et des tonnes de livres. Et en fait, on lui répond qu'on ne les vend plus au détail et qu'on ne donne accès qu'à des grossistes qui veulent bien en enlever plein à la fois. Et donc, ça montre que voilà, le livre stock, le livre qui ne bouge pas, le livre qu'on a du mal à vendre, est un élément qui fait partie en fait du calcul commercial que l'on fait. On évoque aussi le fait que le prix qu'on doit rembourser est celui qui a été mis à l'origine dans l'inventaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une dépréciation au cours du temps dans la valeur de la feuille pour ce type de livre-là. On pense qu'il a toujours la valeur nominale qu'il avait au point de départ. Moins, évidemment, ce qu'on dit, le rabais accoutumé entre les libraires, c'est bien sûr la part qui est prise par les intermédiaires, le fait que quand on achète en gros, on paye moins qu'au détail et que ça suggère du coup que les prix indiqués sont des prix de détail. Même si, évidemment, c'est leur valeur de détail, même si, bien sûr, la vente principalement faite au gros va faire que l'échange réel, donc l'entrée d'argent, sera inférieure à cette somme. On apprend aussi le coût de louage d'un entrepôt, qui est de 50 livres par an, donc pas du tout négligeable. Ça a donc un vrai coût. Et d'ailleurs, Hélène de Bartoli va contre-attaquer dans son factum et dire que s'ils veulent restitution des livres et de l'argent, eh ben elle veut qu'ils payent leur arriérage de la location d'impôt, de l'entrepôt, depuis donc la dernière fois qu'ils avaient payé, c'est-à-dire depuis la mort du dernier héritier actif dans le domaine du livre. On évoque aussi le coût des emballages, parce qu'on essaye de montrer et de déterminer qu'en effet, il est bien en train d'envoyer des livres, qu'il ne reçoit pas juste les lettres, mais il exécute et les envoie. Et donc, ils évoquent plusieurs lignes dans les inventaires, en disant, par exemple, ce jour-là, il a payé tant en emballage pour envoyer des livres. Et les deux sommes ensemble reviennent à 16 écus 23 sols, ce qui est énorme. On est presque sur 50 livres de frais d'emballage. Et ceux qui ont eu le malheur de m'entendre parler sur Reville la dernière fois et qui se plaignaient de la somme demandée par Plantin pour faire envoyer des livres, ça vous donne une impression ici quand même si à Lyon on est censé envoyer les livres pas chers, ça fait quand même des coûts énormes. Ça devait être énormément de livres qu'on envoyait de cette manière-là. Et une autre chose qui est très intéressante, c'est qu'on évoque le fait que Reynaud tenait à jour son texte et qu'il rajoutait des annotations pour montrer qu'en fait, il était bien effectif, que c'était bien de lui. Et quand il ajoute des choses de sa main, dans le travail d'inventaire, de vente, etc., on présume fait par des commis et d'autres, eh bien, il rajoute les notes en italien, parce qu'il cite une note
pour montrer qu'il intervient bien. Et donc, il dit donc, au 27 janvier, blablabla, j'ai demandé qu'on fasse une copie de ce présent inventaire. C'est intéressant. Pourquoi? Parce que évidemment Reynaud, son père, est français et de souche complètement française, mais sa mère est une junta et clairement, en fait, a s'occupé de l'officine des juntas pour donc Jean-Baptiste Reynaud, la langue de l'échange, la langue de la réflexion économique sur ses livres, c'est l'italien et pas le français. Et ça fait penser à la manière dont Plantin écrit en français dans ses contes, et que du coup les autres personnes qui écrivent dedans, comme Yann Moretus, après sa mort, continuent à annoter les contes en français, alors que c'est un néerlandophone, dans un endroit néerlandophone. Eh bien pour lui, la langue des affaires pour le livre à Anvers, c'est le français, il écrit en français. Et bien carrément, ici à Lyon, on est en revanche du côté italien. Ça, c'est assez intéressant, je trouve. On évoquera aussi le fait que le rôle de l'écrit, du marchand, est remis encore et encore et encore devant. On n'évoque pas, comme on fait dans les échanges entre nobles, je pense à ma thèse, donc, que si on veut avoir un crédit devant un juge, on convoque des gens dignes de foi qui viennent dire « Ah non, c'est certain, il est noble depuis 3 générations, je connais son grand-père, Trucmuche, il vivait déjà noblement, c'est quelqu'un qui, je l'ai vu dire ça, et ça, pas du tout. Pas la seule évocation donc d'un élément oral. Tout se passe dans le papier. Et ce qui est fascinant, c'est que tout se passe dans le papier non officiel. Pas un seul élément de notaire, pas un seul contrat validé et donc enregistré. On a en revanche une production écrite qui est extrêmement variée, sur lequel il s'appuie dedans. Et pour ça, je vais vous prendre des images de ce magnifique énorme estampe, ou multiples estampes, produit donc par Jost Amann en 1585, qui, si vous ne le connaissez pas, est une des merveilles de la représentation du monde du fonctionnement du XVIe siècle, dont je crois il survit un seul exemplaire en bon état et complet au Plantin Moretus, et qui s'est censé représenter donc ici Anvers au milieu et le monde marchand qui tourne autour. Et on y voit complètement donc ce monde de l'écrit. Donc tous les mots que vous voyez à gauche sont évoqués comme des sources dans ce factum de 8 pages. On en renvoie au livre de comptes que vous voyez donc ici écrit, qui est l'endroit où on va en double comptabilité donc faire une entrée, faire la sortie de tous les éléments systématiquement. On va renvoyer à ce qu'on appelle les tillers, qui est une variante du XVIe siècle du mot billet en réalité. C'est des petits morceaux de papier que l'on échange, des quittances, des choses comme ça. On va également s'appuyer énormément sur les lettres missives reçues par des collègues ou envoyées chez des collègues. Donc, par exemple, ils vont chercher chez les héritiers donc Grosville s'ils n'ont pas des lettres qu'ils ont envoyées pour bien montrer qu'ils avaient envoyé des choses. Vous avez également le livre particulier, le livre privé, qui est donc la base de ce que l'on fait tous les jours dans sa boutique. Et enfin, on a le journal, le journal, qui est l'endroit où on met tous les jours chaque dépense, chaque entrée, pas sous la forme d'un livre de compte, mais simplement pour loguer l'activité journalière. Tout ça, donc, évidemment, est une série d'écrits qui, aujourd'hui, sont perdus dans la vaste majorité parce qu'ils n'ont pas de statut légal, ils ne sont pas gardés. Et d'ailleurs, les renvois aux pièces notées par les lettres de l'alphabet, évidemment, je n'ai pas réussi à en trouver une trace pour le moment. Ces écrits n'ont aucun statut officiel.
Ce sont simplement des documents privés, personnels, mais qui ont en réalité ce rôle officiel sans être validés par un notaire, un représentant, etc. Et d'ailleurs, dans certaines des lois qui sont passées au XVIe siècle, on souligne qu'on est obligé de garder un journal, qu'on doit le tenir comme ça, qu'on doit tout y indiquer, parce qu'on sait qu'on va s'en servir comme preuve. Et bien sûr, cela reflète sur la réflexion qu'on a quand on voit des documents qui ont été conservés, à part le fait que c'est le pointe de l'iceberg, c'est également la question de pourquoi ça a été fait comme ça, alors que la vaste majorité des échanges, même concernant des sommes énormes, hein, vous considérez le nombre de livres qui sont en stockage et qu'on n'a fait aucun contrat. Donc, c'est des sommes énormes et c'est des choses qui vont accompagner à chaque moment, vous voyez, en extérieur, tout autant qu'en intérieur. Il faut dire que le travailleur a l'air moyennement content qu'on lui demande des comptes au moment où il tente de soulever sa balle. Et ce mouvement, vous voyez que ce rôle de l'écrit, il est célébré dans cette estampe parce qu'en plein centre, vous allez retrouver donc en bas, à la base de l'édifice, donc le Secretorum Liber, hein, l'inventaire privé, le livre particulier. Vous allez retrouver donc d'autres livres qui reprennent l'activité. Vous allez retrouver le journal, les lettres, ici sous forme reliée. Bon, voilà, ok. Au-dessus, vous avez, en haut de la colonne, mais c'est trop grand, si vous ne voyez plus rien, vous avez le journal que vous avez vu tout à l'heure. Et on revient donc de l'autre côté, hein, puisque chaque élément est répertorié dans l'autre. Et c'est cet écosystème, et c'est l'addition de toutes ces pièces, tous en elles-mêmes peu fiables, qui donne la fiabilité à l'ensemble et qui explique comment on fonctionne dans le monde lyonnais du livre. Alors, évidemment, vous voulez savoir ce qui s'est passé à la fin. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin ? On le sait, parce qu'à la fin de notre texte imprimé, eh bien, nous avons une très gentille personne du XVIIe siècle qui a gribouillé en bas le résultat que je vous ai transcrit pour que vous le lisiez plus facilement, mais j'ai quand même mis en civilité parce qu'il ne faut pas déconner, il faut faire un effort. Donc, je vous ai mis donc la sentence du 4 août 1611. C'est pour ça qu'on sait qu'on peut dater le factum de 1611. Il n'y a aucune date finale après 1603 dans le texte. Et donc, il indique que, en fait, il donne en réalité gain de cause principalement à Hélène de Bartoli, qui doit uniquement rendre les livres qui sont encore là ou leur valeur, et que pour le reste, donc, on admet donc que si elle arrive à justifier avec les pièces qu'elle a leur absence, c'est accepté, que ce qui reste doit être subdivisé entre les héritiers, évidemment. Alors, j'ai mal transcrit la fin, c'est marié, c'est pas Marcel, évidemment. C'est l'autocorrecteur qui s'est intégré. Donc, ils prennent bien en compte le demande du louage également, hein, qui doit être enlevé pour 10 ans, 500 livres hein, qui doivent en retour. Parfois, on se dit que dans ces cas-là, si on perd 500 livres dès le point de départ, avant même de voir quels livres vont revenir, dont on n'est même pas certain de pouvoir les vendre après, parfois il ne faut pas faire le procès. Je vous rappelle la fameuse phrase de Louis XI, qui parlait de hasard de procès. On perd tout autant qu'on gagne. Je pense qu'ici, c'était bien souligné. Voilà, c'est un seul cas, c'est un factum. Je trouve que ça éclaire énormément. On voit ce que 8 pages peuvent nous dire sur le fonctionnement, donc souvent caché, du monde du livre. Et si c'était trop pour vous, faites comme le bon travailleur marchand, allez boire un coup. Merci.